Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la correction de la fiche d'exercice 1 sur les rappels et séparations des mélanges. Alors dans l'exercice 1, on est en train de parler d'une situation dans laquelle on va dans un magasin. Dans ce magasin, on peut voir l'écriteau qui nous dit « Les articles de plus de 6 kg doivent rester dans le chariot au moment où on passe en caisse ». Calculer la masse d'eau dans un pack de 6 bouteilles d'eau minérale de 1,5 litre chacune. Alors on analyse la question, calculer la masse d'eau. La masse d'eau ici, mais la masse, son unité, je rappelle, dans le système international, c'est le kilogramme. Bon là, pour le moment, la seule information caractéristique qu'on nous précise, c'est en litres. On nous précise qu'une bouteille, c'est 1,5 litres. Il faut faire le lien, du coup, avec les kilogrammes. Bon, alors là, c'est tout simplement une propriété de la leçon qu'on connaît. 1 litre d'eau, on sait que ça pèse 1 kg, à savoir par cœur. Bon, eh bien, tout simplement, du coup, on a cette équivalence entre les litres et les kilogrammes. Donc il suffit de calculer la quantité d'eau en litres et on aura aussi la masse en kilogrammes. Ça, c'est parce que c'est de l'eau. Hein. Donc on va faire, vu qu'il y a 6 bouteilles d'1,5 litre, on va faire 6 fois 1,5 litres. On met bien l'unité, surtout en physique-chimie, on la met tout le temps. Ce qui va donner 9 litres égale 9 kg, puisque c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on met. Voilà, on a trouvé ces 9 kg, la masse d'un pack de 6 bouteilles d'eau. Le pack de 6 bouteilles d'eau doit-il rester dans le chariot? Ben du coup oui, puisqu'on a vu ici que tout ce qui dépassait 6 kg devait rester dans le chariot, c'est ce qu'on met. Voilà, la masse du pack dépasse les 6 kg, donc il reste dans le chariot. Ensuite, question 3. On sait qu'un volume de 100 ml d'huile a une masse de 90 g. Si on achète un pack de 6 bouteilles d'huile de 1 litre chacune, faut-il également le laisser dans le chariot? Bon, en fait, là, on est en mélange entre la physique-chimie et les maths, hein, c'est de la proportionnalité qu'on a là. Mais on peut raisonner sans faire de tableau, etc. Alors, déjà, on a, nous, la notion de 100 ml pèse 90 g. Seulement, une bouteille d'huile, c'est 1 litre. Donc, il faut faire le lien entre les litres et les millilitres. 1 litre, c'est 1000 millilitres. Faut le savoir. Et le truc, c'est que nous, on nous parle de 100 ml. Donc, il faudrait chercher combien il y a de paquets de 100 ml dans un litre. Ben, en fait, combien il y a de centaines dans 1000? Il y en a 10. Donc, 1000 ml, c'est 10 fois 100 ml. Alors, ainsi, la masse d'une bouteille d'huile, vu que son volume, c'est 1 litre. Donc, 1000 ml. Donc, 10 fois 100 ml. Eh bien, sa masse, c'est donc 10 fois 90 grammes, puisque c'est de l'huile. On va donc faire 10 fois 90 grammes. Et ça donne 900 grammes. On a la masse d'une bouteille d'huile. Si on veut la masse de 6 bouteilles d'huile, il suffit de faire 6 fois 900 grammes. Et on trouve donc que la masse d'un pack de 6 bouteilles d'huile, c'est 6400 grammes. Et c'est peut-être mieux d'aller le mettre en kilogrammes justement. Donc on décale de 3 rangs, 5,4 kg. Conclusion, eh bien la masse du pack de 6 bouteilles d'huile, c'est inférieur à 6 kg. Donc on n'est pas obligé de le laisser dans le chariot. Donc j'ai mis 5,4 kg, c'est inférieur à 6 kg, on peut sortir le pack du chariot. Alors il y a une remarque ici. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à ma conclusion. J'ai dit que le pack de 6 bouteilles d'huile faisait 5,4 kg. Si vous réfléchissez bien, c'est peut-être pas vrai. Pourquoi, à votre avis? Je mets un peu en question le 5,4 kg. Est-ce qu'on n'oublierait pas quelque chose quand on dit que le pack de 6 bouteilles d'huile fait 5,4 kg? En fait, les 5,4 kg, c'est pas le pack des bouteilles d'huile. C'est la quantité d'huile. En fait, on a calculé uniquement le contenu de chacune des bouteilles là. Le contenu au total de notre pack, c'est 5,4 kg d'huile. Mais on néglige une chose ici. On néglige la masse des bouteilles elles-mêmes, du contenant. Bon, on la néglige parce que probablement, dans une bouteille de 900 grammes, quand il y a 900 grammes d'huile, la bouteille qui fait peut-être que 30 grammes, ça va pas trop changer. Ça va pas faire qu'on dépasse les 1000. Donc on dépasse les 6. Mais on a négligé, et ça c'est vraiment un truc qu'on fait beaucoup en physique-chimie, c'est négliger des paramètres quand on sait qu'ils peuvent être négligeables, qui sont petits par rapport à d'autres. Là la masse de la bouteille, elle est négligeable par rapport à la masse de l'huile qui est à l'intérieur. C'est ce qu'on met là en remarque. Voilà, on a négligé la masse de la bouteille. Enfin, question 4. Sachant que 10 centilitres de lait a une masse de 103 grammes, un pack de 6 bouteilles de lait de 1 litre chacune doit-il également rester dans le chariot? Alors encore une fois, il faut déjà faire le lien entre litre et centilitres puisque la donnée, elle est en centilitres ici. Alors il faut savoir que 1 litre c'est exactement 100 centilitres et que donc des paquets de 10, il y en a 10. Donc on a 10 fois 10 centilitres. Du coup la masse d'une bouteille, alors c'est pas d'huile, c'est de lait, il y a une erreur ici. Eh bien, on va faire, du coup, 10 fois 103 grammes. Je le redis, il y a 10 fois 10 centilitres dans une bouteille de lait, 10 fois ça, et 10 centilitres, c'est 103 grammes. Donc 10 fois
103 grammes, on met l'unité, on va trouver 1030 grammes. Ainsi, la masse de 6 bouteilles de lait, c'est 6 fois 1030 grammes. On trouve 6180 grammes. On peut mettre aussi en kilogrammes, décalage de 3 rangs, 6,18 kg. Conclusion, eh bien 6,18 ça dépasse 6 kg. Le pacte de bouteilles de lait doit rester dans le chariot. Voilà, on met cette phrase, on a terminé l'exo 1. On passe ensuite à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, la coccinelle fabrique de l'antigel, voilà le titre. Afin de ne pas geler, lorsque les températures sont trop basses, certains insectes, dont la coccinelle, fabriquent une substance qui ne gèle qu'à très basse température, le glycérol. Je vais faire une parenthèse pour aborder un exemple complexe mais très intéressant, celui du moteur à explosion. Alors je vous présente là le cas particulier d'un moteur de voiture, un moteur dit à explosion. Alors là on parle d'un moteur qui va fonctionner avec du gazole ou de l'essence, pas le moteur électrique. Le moteur à explosion, pourquoi il s'appelle ainsi? Pour faire très court, c'est parce qu'en fait le carburant il est injecté à l'intérieur du moteur et va s'enflammer pour provoquer une explosion justement. Beaucoup d'explosions à la minute, de petites explosions mais suffisantes pour entraîner à l'intérieur de ce moteur, ce que vous allez voir ici, des pistons. Et ces pistons justement, eh bien avec les mouvements, ils vont s'échauffer. Ils vont frotter, ça va chauffer. Alors au début, quand on lance le moteur en route, on veut que ça chauffe. On veut que ça chauffe pour atteindre en moyenne 80 degrés Celsius en fonction des modèles. Mais ensuite, l'objectif va quand même être de refroidir le moteur. Parce que s'il chauffe trop, eh bien, on peut arriver à des choses de ce genre. Alors là, on peut voir une voiture qui s'emballe littéralement. Alors, ce n'est pas totalement dû à un problème de refroidissement, c'est probablement trop d'huile, un excès d'huile, qui après va être consommée alors qu'elle n'est pas censée l'être par le moteur. Ça doit être le carburant qui est consommé. Si on arrive à de l'huile qui est consommée, ça engendre ce genre de scénario. Bon là, la voiture évidemment va être dans un drôle d'état à la fin. Bon là, la vidéo que je viens de vous montrer, très bref, c'est pour vous expliquer que c'est un équilibre très complexe, un moteur, et qu'il faut maintenir cet équilibre. Alors là, le liquide que vous voyez circuler, justement, c'est un liquide de refroidissement. Parce qu'une fois que le moteur a atteint ses 80 degrés Celsius assez rapidement dans les premières minutes, eh bien, il va pas falloir qu'il continue de chauffer, parce que sinon, on va arriver à des choses catastrophiques. Donc, il faut en continu refroidir. Et donc, vous voyez, le liquide va circuler dans tout un système. Là, il circule, ce liquide qui a été chauffé par le moteur, pour atteindre la grille que vous voyez devant, qui est un radiateur. Alors, c'est pas vous voyez d'ailleurs le liquide qui circule tout le long, c'est assez complexe. C'est pas le radiateur au sens, c'est le même que dans celui de votre maison. Seulement, dans la maison, le radiateur, vous l'avez pour chauffer votre maison. Mais comment il chauffe? Il chauffe en évacuant la chaleur dans un liquide qui a été chauffé par votre chaudière. Et c'est le fait d'évacuer la chaleur qui chauffe votre maison. Bah là, c'est ça. On évacue la chaleur du liquide, mais pas pour chauffer l'air. C'est juste pour justement abaisser la température du liquide, qui lui va continuer de circuler en continu tout le long pour refroidir le moteur, et donc les pistons, etc. Bon, ce procédé de refroidissement, si on imagine qu'on n'utilise que de l'eau, donc on va imaginer que c'est que de l'eau. Là vous avez le procédé schématisé, vous voyez le moteur s'est engagé, là il est en route, il commence à chauffer, on veut qu'il chauffe au début pour bien fonctionner, et à partir du moment où il atteint la température qu'on veut, là, une vanne s'ouvre, et ça y est, le liquide de refroidissement peut commencer à s'écouler tout le long pour refroidir le moteur. Alors il refroidit. Seulement si c'est que de l'eau. On reprend la situation. Il va faire moins 20 degrés Celsius dehors. Au moment où le moteur aura atteint la température de chauffe voulue, la vanne va s'ouvrir. Problème, c'est qu'en fait, toute cette zone-là bleue sera gelée, puisque c'est de l'eau qui fait moins 20 degrés Celsius, donc en dessous de 0 degrés Celsius. L'eau est gelée. Alors certes, au contact ici où le moteur aura déjà chauffé, on peut imaginer que l'eau aura commencé à dégeler et être liquide. Seulement, toute cette partie-là, elle sera vraisemblablement encore gelée. Et donc, alors que normalement, dès que ça s'ouvre, on s'attend à ce que le liquide puisse rapidement circuler dans tout le serpentin ici, là, et revenir au moteur, peut-être, allez, on va dire n'importe quoi, mais en 5 secondes, eh bien là, l'eau est gelée. Donc au contact, oui, peut-être l'eau très chaude va continuer de dégeler un petit peu l'eau au fur et à mesure, mais ne va absolument pas avancer au rythme souhaité. Et pendant ce temps-là, ce qui va se passer, c'est que le moteur, lui, il va continuer de chauffer pour dépasser les 90 degrés qui est son cycle normal, pour atteindre 100 degrés. Alors ça, c'est la température de l'huile, je le précise, c'est pas le moteur lui-même, même si le moteur est à la température de l'huile quasiment. Donc, ça va continuer de chauffer. Alors oui, l'eau va dégeler au fur et à mesure, mais pas assez vite pour que le cycle s'établisse. Et lorsqu'on va arriver dans le serpentin, on n'en parlera même pas, mais là, comme il y a beaucoup de conduits, même si ça commence à aller vite, eh bien le temps que ça fasse tout le parcours et que ça finisse de tout dégeler, le moteur lui continue de chauffer, il chauffe, et là on arrive probablement à des scénarios où on va abîmer le moteur. Donc c'est pour ça que
on ne peut pas uniquement mettre de l'eau, et ce n'est pas de l'eau qu'il y a dans le système de refroidissement, mais justement un liquide dit de refroidissement. Sa spécificité, c'est qu'en plus de l'eau, eh bien, il va contenir des agents chimiques qui vont abaisser la température à laquelle l'eau va geler. Alors très souvent, on peut retrouver justement le glycérol. Bon, il y a aussi l'éthylène glycol, par exemple, le méthanol, pour en donner quelques-uns. Et ces composés chimiques vont permettre de faire en sorte que l'eau ne gèle pas, même à moins 20 degrés Celsius. Là, on comprend bien, un exemple parmi des milliards, à quel point la chimie, c'est fondamental et la maîtrise de ses propriétés dans des tas de choses qui nous entourent au quotidien. Du coup, si on revient à notre exemple de la coccinelle, alors on a été à lire les molécules de glycérol vont s'intercaler entre les molécules d'eau qui se trouvent dans leurs cellules. Cela empêche le changement d'état. Oui, je vous rappelle que donc en dessous de 0 degré Celsius, les molécules d'eau vont se condenser, se lier, s'ordonner, et c'est ce qui va expliquer justement l'état solide en fait, cette organisation moléculaire des molécules d'eau. Et là justement, les molécules de glycérol vont s'intercaler entre les molécules d'eau et empêcher cette liaison des molécules d'eau qui va entraîner l'état solide. Donc on va rester dans un état liquide. Ces insectes se retrouvent alors avec des molécules d'antigel dans leur tissu qui leur permettent d'abaisser leur température de congélation à moins 38 degrés Celsius. Bon, on va donc répondre à toutes les questions. Le glycérol reste liquide jusqu'à des températures très basses. Rappelez les propriétés de l'état liquide. Donc déjà, un liquide, ça n'a pas de forme propre. On le met dans un récipient, l'eau va s'adapter à la forme du récipient. En revanche, le volume, lui, va tout le temps rester le même. Donc on dit qu'il a un volume propre. C'est ce qu'on met. Voilà, un liquide n'a pas de forme propre, mais a un volume propre. Quelle est la température de solidification de l'eau? Bon déjà, solidification, on se rappelle, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Et ça se produit pour l'eau à 0 degré Celsius. C'est ce qu'on met. 0 degré Celsius. On ne dit pas la petite bulle et le C. Expliquez pourquoi le glycérol est qualifié d'antigel. On vient de le voir, on l'a vu avec le moteur, et on le voit avec la coccinelle. En fait, lorsque l'on met du glycérol dans un liquide, il va avoir la propriété de permettre à ce liquide de ne pas geler, même lorsque les températures vont descendre en dessous de 0 degré Celsius. Donc on comprend là tout de suite tout l'aspect antigel du glycérol. Donc j'ai mis l'ajout de glycérol dans un liquide, ça permet d'abaisser considérablement la température de solidification du liquide, bien en dessous de 0 degré Celsius. C'est pourquoi on le qualifie d'antigel. Jusqu'à quelle température la coccinelle peut-elle résister? C'est dit dans le texte, c'est dit ici. Moins 38 degrés Celsius, donc on met bien moins 38 degrés Celsius. Un volume de 1 ml de glycérol a une masse de 1,26 g. Calculez la masse d'un flacon de 2 litres de glycérol. Il manque le L. Alors, il faut déjà faire le lien en fait entre litre et millilitre, puisque nous, la caractéristique, on la connaît pour 1 millilitre. C'est 1,26 g. Bon, 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc, 2 litres, ça va être 2000 millilitres. Ça, faut le savoir. Bon alors c'est facile du coup, 2000 millilitres, combien ça va peser? Eh bien 2000 fois cela. On fait donc comme opération 2000 fois 1,26 g, on met l'unité, on est en train de calculer une masse, on tape ça à la calculatrice et on va trouver 2520 grammes. C'est-à-dire, on va le convertir en kilogrammes, c'est un peu mieux, 2,52 kg. Je rappelle un décalage de 3 rangs de la virgule quand on passe de grammes à kilogramme. On passe ensuite à l'exercice 3 qui va être beaucoup plus rapide celui-là. Donc dans chaque cas, indiquez de quel type de circuit il s'agit. Déjà on se rappelle les deux types de circuits possibles. Il y a le circuit en série, par définition c'est un circuit qui ne comporte qu'une seule boucle. Et il y a l'autre, le circuit en dérivation, c'est un circuit qui va comporter du coup au moins 2 boucles. Alors le premier on voit qu'il y a la présence que d'une seule boucle, donc c'est un circuit en série, pas de suspense. Celui-là on voit la présence de 2 boucles, donc c'est un circuit en dérivation. La lampe L3 est en dérivation sur la lampe L2. Et là, on a aussi la présence de 2 boucles. Il s'agit aussi ici d'un circuit en dérivation. Précisez sur le schéma le sens du courant dans chaque boucle. Alors, on se rappelle que le courant va partir de la borne plus, qui est le grand trait de notre générateur, notre pile ici, et revenir à la borne moins. Donc, en fait, il va parcourir dans ce sens-là le courant. Alors, on peut mettre qu'une seule flèche, on peut en mettre 2. Ça sert à rien de trop en mettre en tout cas. Voilà le sens dans ce circuit-là. Ici, on part de la borne plus qui est là. Donc, on va aller dans ce sens-là. Et arrivé ici, on va donc partir à la fois dans cette partie-là et dans cette partie-là pour revenir ici. Voilà, on a formé nos 2 boucles pour revenir à la borne moins. Et enfin, celui-là, on part de la borne plus qui est là pour aller alimenter ce circuit-là et ce circuit-là. Et on va revenir donc de ce côté-là en faisant cette boucle-ci et ici en faisant cette boucle-là vers la borne moins. Dans chaque montage, on suppose que la lampe L2 est grillée, qu'elle lampe brille encore. Donc L2 ne fonctionne plus, on va la barrer, elle ne fonctionne plus dans les 3 montages.
Et on va se poser la question, est-ce que L1 et L3 fonctionnent? Alors ici, c'est un circuit en série. Dans tout circuit en série, lorsqu'un composant ne fonctionne plus, il entraîne l'ouverture du circuit et donc tous les autres ne peuvent plus non plus fonctionner. Donc là, le courant va arriver et va être bloqué là, il va plutôt ne plus pouvoir circuler. Donc ni L1 ni L3 vont elles aussi être alimentées. Donc rien ne fonctionne dans un circuit en série là. Ici, en revanche, on va partir de la borne plus, on va pouvoir alimenter la lampe L1 et ça fonctionne si on peut établir un circuit fermé. Alors, si on veut faire passer le courant par L2, on ne pourra pas établir un circuit fermé puisque L2 est grillé, le courant ne peut plus circuler. Mais par contre, le courant va pouvoir passer dans L1 et aller passer ensuite dans L3 pour former bien une boucle fermée. Donc en fait, il est possible ici, on va avoir L1 qui va être alimenté et L3 aussi qui va être allumé. Là, le dernier circuit, on va partir ici de la borne plus, on va aller chercher dans cette boucle-là la lampe L2 qui est grillée. Donc dans ce circuit-ci, on ne peut pas fermer le courant, on ne peut pas circuler. Donc L1 ne va pas fonctionner. Par contre, on peut partir aussi dans ce circuit-là, alimenter L3, former une boucle fermée, donc il n'y a pas de problème. L3, elle va fonctionner. On termine avec l'exercice 4. Lorsque l'on souhaite préparer du café à l'aide d'une cafetière à partir de café moulu, on utilise une technique de séparation vue dans la leçon. Laquelle? Là, lorsqu'on utilise une cafetière, en fait, on met du café moulu en poudre à l'intérieur d'un filtre. Et l'eau va passer au travers de ce café et de ce filtre. Et donc, on est bien ici en train de parler de la technique de filtration. Bon, je fais pas de phrase, mais c'est la filtration. De quoi a-t-on besoin pour réaliser la filtration? Eh bien, le nom l'indique assez, on a besoin nécessairement d'un filtre. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Le mélange que l'on boit à la fin est-il un mélange homogène ou hétérogène? Justement, c'est le principe d'une filtration. Lorsque l'on fait passer un liquide, un mélange souvent hétérogène au travers d'un filtre, eh bien à la fin on va récupérer ce qu'on appelle le filtrat, qui va être justement un mélange homogène, c'est ce qu'on met. Voilà la phrase. Bon, ça conclut donc la correction de cette fiche d'exercice 1.